Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire portant sur la mise en œuvre des approches de santé dans toutes les politiques au Canada, qui est organisé par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Avant de débuter sur le contenu du webinaire, quelques petits éléments à discuter en termes d'organisation ou d'information technique. Donc, nous avons deux manières de communiquer entre nous aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou vous voulez partager une ressource, parler aux autres participants, on vous demande d'utiliser, s'il vous plaît, la boîte de discussion en bas sur l'image Zoom. Par contre, si vous avez des questions pour les présentateurs, utilisez la boîte de questions-réponses. Donc, à la fin du webinaire, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions ou tenter de répondre à vos questions. Donc, tout le long du séminaire, du webinaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de questions-réponses pour nous poser des questions ou si vous avez des petits problèmes techniques ou des questions techniques, d'inscrire vos questions dans la boîte de questions-réponses. Le webinaire sera enregistré, donc incluant les échanges, la boîte de discussion et les questions-réponses. Et cet enregistrement-là sera rendu disponible sur notre site Web après le webinaire. Une fois le webinaire complété, vous recevrez un formulaire d'évaluation par courriel. Donc, si vous avez quelques minutes, nous vous demandons de nous donner quelques rétroactions pour qu'on puisse améliorer le webinaire. Donc, on vous en remercie à l'avance. Aujourd'hui, nous sommes deux présentateurs. Donc, moi-même, Martin Renaud, je suis conseiller scientifique spécialisé au CCNPPS, et ma collègue Nicole Bernier, qui est aussi conseillère scientifique spécialisée au CCNPPS. Nous avons tous les deux travaillé sur différents projets liés à la santé dans toutes les politiques. Donc, nous tenterons de partager certaines de nos conclusions et nos analyses aujourd'hui avec vous. Et à la fin du webinaire, pour la période de questions et réponses, notre collègue Nathalie Botero se joindra à nous. Elle est aussi conseillère scientifique et elle pourra prendre vos questions dans la boîte de questions-réponses pour nous les transmettre. Aussi, nous aimerions remercier l'Institut d'été sur les collectivités sûres et en santé au Canada Atlantique, particulièrement sa coordonnatrice Patty Betty Hagen. Tout au long du webinaire, nous allons faire plusieurs références à l'Institut d'été, à leur expérience avec la santé dans toutes les politiques. Donc, nous aimerions simplement spécifier que l'information que nous utilisons pour faire référence à l'Institut d'été nous vient directement de Patty, qui a d'ailleurs réalisé un webinaire avec nous il y a quelques jours à propos de la santé dans toutes les politiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Notre mandat est de soutenir les acteurs de la santé publique du Canada dans leur effort visant à élaborer et à promouvoir des politiques publiques favorables à la santé. Donc, nous travaillons sur divers projets. Vous avez la liste ici. Et nous tentons de créer des ressources comme ce webinaire pour soutenir les acteurs de santé publique et faire avancer les politiques publiques favorables à la santé. Notre centre fait partie d'un réseau de 6 centres situés dans différentes régions du Canada et chacun de ces centres se dédie à un aspect particulier de la santé publique. Et évidemment, chacun de ces centres offre une panoplie de ressources que vous pouvez consulter sur leur site Web. Avant de continuer, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale. Donc, nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Donc, nous remercions la nation Kanekahaga de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Alors, le plan du webinaire pour aujourd'hui, nous allons débuter par une courte introduction où je vais donner un petit peu de contexte qui situe nos travaux au centre à propos de la santé dans toutes les politiques et aussi, je vais tenter d'introduire l'approche de santé dans toutes les politiques, juste asseoir le concept, que ça soit clair. Ensuite, ma collègue Nicole nous parlera des approches à la mobilisation pour mettre en œuvre la santé dans toutes les politiques. Notamment, elle va donner quelques exemples de mise en œuvre au Canada. Et par la suite, je reviendrai vous parler pour donner un résumé d'un rapport sur les formations en santé dans toutes les politiques, donc ce qui existe en termes de formation et notre analyse de celle-ci. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous aurons une période de questions et réponses à la fin du webinaire. Donc, un peu de contexte pour situer les travaux du CCNPPS dont nous allons parler aujourd'hui. En 2019, le CCNPPS a organisé en partenariat avec l'Agence de santé publique du Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux
une rencontre pan-canadienne sur la santé dans toutes les politiques pour établir une stratégie pour faire avancer l'approche au Canada. Et à partir de discussions avec des acteurs de partout au pays, mais aussi avec des contributions d'acteurs de l'étranger, en est ressorti 3 grands chantiers, 3 grandes stratégies pour faire avancer l'approche. Donc, la première était de créer un répertoire de données probantes pour soutenir le renforcement des capacités et la mise en œuvre. Donc, le CCNPPS, par exemple, produit des rapports, des articles dans ce but-là. Il a aussi été question d'établir les bases d'une compréhension commune de la santé dans toutes les politiques, dans tous les secteurs. Donc, s'assurer qu'il y a un langage commun, qu'il y a une compréhension similaire vers quoi on voulait avancer. Et finalement, il a été question de lancer un réseau intersectoriel lié à la santé dans toutes les politiques au Canada. À ce propos, puisque les fondements des approches de santé dans toutes les politiques et la collaboration, c'est-à-dire que c'est important la collaboration entre les secteurs, les niveaux de gouvernement, les parties prenantes. Le CCNPPS participe à 2 réseaux. Donc, le premier, qui date de quelques années, est le Global Network for Health in All Policies. Donc, le Global Network est une initiative menée par différents pays dans le monde pour essayer de faire avancer le travail sur les déterminants de la santé et l'approche de santé dans toutes les politiques. Donc, c'est vraiment un espace de rencontre et d'échange entre différents acteurs. Vous avez le lien ici pour avoir plus d'informations sur le Global Network et ma collègue Natalia va partager le lien dans la boîte de discussion. Et plus récemment, et en lien direct avec la rencontre de 2019, le CCNPPS a mis en place ou met en place en ce moment le réseau canadien sur la santé dans toutes les politiques. Donc, c'est un réseau bilingue qui vise à faciliter la mobilisation de connaissances, favorisant la collaboration entre les secteurs de politique publique. Donc, on est question ici de mobiliser des connaissances, de mettre des acteurs en contact pour une plus grande collaboration. Le réseau vient tout juste d'être lancé. On est encore en développement, donc des avancées arriveront, des développements arriveront dans les prochains mois. Mais Natalia va aussi partager le lien vers l'information pour le réseau. Donc, en termes conceptuels, nous allons utiliser la définition de l'Organisation mondiale de la santé pour la santé dans toutes les politiques. Donc, elle est définie comme une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui cherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population et l'équité en matière de santé. Donc, vous allez peut-être nous entendre parler des approches de santé dans toutes les politiques, puisque plusieurs façons de la mettre en œuvre, plusieurs interprétations, mais essentiellement, on parle d'une approche qui pousse pour la collaboration intersectorielle visant à travailler sur les déterminants sociaux de la santé à partir de la collaboration de différents secteurs. Donc, on parle de secteurs de la santé qui collaborent avec des secteurs autres que la santé, donc n'importe quel secteur non gouvernemental, mais aussi des acteurs de la société civile qui collaborent pour prévenir, faire de la promotion, mais surtout améliorer les déterminants sociaux de la santé. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a publié de nombreuses ressources dans cette optique-là, notamment une des plus importantes, le cadre de référence pour la mise en œuvre à l'échelle nationale, qui a été publié en 2013, ou en anglais de Framework for Country Action, donc qui a contribué à faire avancer l'approche. Et d'ailleurs, plusieurs juridictions dans le monde ont adopté la santé dans toutes les politiques. J'en glisserai un mot dans quelques minutes. Mais c'est important pour l'instant de comprendre que la santé dans toutes les politiques s'inscrit en continuité avec des initiatives des dernières décennies basées sur le travail intersectoriel en santé. C'est-à-dire que l'approche de la santé dans toutes les politiques est vraiment le résultat de plusieurs décennies de réflexion et de travail pour essayer d'élargir la conception de la santé. Il y a plusieurs événements qui pourraient illustrer ça. J'en ai choisi quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres, mais juste pour vous montrer la continuité et le développement graduel de l'approche de la santé dans toutes les politiques qui s'inscrit en continuité. Donc, le premier événement que j'ai isolé, c'est la conférence d'Alma-Ata au Kazakhstan en 1978. À ce moment-là, cette conférence internationale, les signataires ont insisté sur le fait que la santé n'est pas que l'absence de maladie,
et on demande des actions d'autres secteurs que la santé pour améliorer les déterminants sociaux et environnementaux liés à la santé. Donc, à ce moment-là, on essaie déjà de s'éloigner d'une conception seulement biomédicale de la santé pour l'élargir. En 1986, on voit la Charte d'Ottawa qui, en plus d'identifier les déterminants nécessaires à la santé, par ici, par exemple, de la paix, de l'éducation, de la justice sociale, les signataires de la Charte d'Ottawa ont appelé à un travail intersectoriel pour réduire les inégalités. Donc là, ici, non seulement on demande aux autres secteurs de se pencher sur ces questions-là, comme Alma-Ata, mais on demande une collaboration entre les secteurs en 1986. Et finalement, le dernier événement isolé, c'est la déclaration à la conférence d'Adélaïde en Australie. À ce moment-là, on adopte explicitement le concept de la santé dans toutes les politiques. Le but était de mettre l'accent sur les enjeux de gouvernance, donc de vraiment, on parle ici de vraiment une collaboration serrée entre les différents secteurs et les différents niveaux de gouvernement pour agir sur les déterminants sociaux de la santé et réduire les inégalités. Donc, c'est vraiment une progression graduelle vers la santé dans toutes les politiques dont il est question. Avant de passer la parole à ma collègue, quelques mots sur des exemples internationaux de mise en œuvre, parce que la santé dans toutes les politiques a été adoptée dans plusieurs juridictions. Nicole pourra en parler au niveau canadien. J'en ai isolé 2 ici, il y en a plusieurs autres. Un des exemples les plus connus est l'Australie méridionale. Donc, entre autres, c'est en 2007 où on a adopté la santé dans toutes les politiques. Et puis ici, on parle d'un processus formel appuyé par le premier ministre et incorporé au plan stratégique. Donc, c'est vraiment une décision politique qui a été prise de faire avancer cette approche-là. Et on a mis en place, en Australie méridionale, l'analyse selon le prisme de la santé. Donc, s'il s'agit d'examiner les liens entre les politiques publiques et la santé, en mettant l'accent sur la collaboration. Donc, on analyse une situation et on formule des recommandations aux différents secteurs impliqués. Donc, l'Australie méridionale est vraiment un pionnier dans l'approche de santé dans toutes les politiques et c'est basé sur un soutien politique fort et une mise en œuvre collaborative qui intègre différents secteurs. L'autre exemple que je vais mentionner est la Finlande. En Finlande, on est face à une longue tradition de prévention. Déjà dans les années 60 et 70, on voit plusieurs projets innovateurs de prévention. Ici, plus récemment, en termes de santé dans toutes les politiques, on parle d'une approche essentiellement locale. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs nationaux, donc une loi cadre du gouvernement central, mais c'est les municipalités qui effectuent le principal du travail. Donc, c'est vraiment local en termes d'approche. Il est aussi important de mentionner que la Finlande a joué un rôle déterminant dans l'expansion de la santé dans toutes les politiques sur le plan international, puisque lors de sa présidence de l'Union européenne en 2006, la Finlande a joué un rôle important pour servir de tremplin à la promotion de l'approche de santé dans toutes les politiques. J'aurais pu nommer d'autres exemples, par exemple l'Équateur, la Californie, la Thaïlande. Il y a plusieurs exemples dans le monde, mais je vais maintenant passer la parole à ma collègue Nicole qui va discuter de différents exemples au Canada pour mieux comprendre le processus de mobilisation de l'approche. Alors, merci beaucoup, Martin. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Nicole Bernier, je suis politologue de formation, chercheuse en politique publique et je travaille au CCN-PPS comme conseillère scientifique spécialisée en politique publique. Plusieurs d'entre vous cherchent sans doute à savoir comment on peut mobiliser les acteurs de la santé publique, trouver des partenaires, les ressources nécessaires pour promouvoir des politiques publiques favorables à la santé ou développer la santé dans toutes les politiques dans une région donnée, dans votre région. La réponse est qu'il y a plus d'une réponse possible. Alors, dans les prochaines minutes, je vais présenter et décrire 2 exemples d'initiatives de santé dans toutes les politiques en contexte canadien. Le premier exemple en est un de mobilisation ascendante, c'est-à-dire une mobilisation à partir de la base par un groupe de la société civile. C'est l'exemple de l'Institut d'été sur les collectivités sûres et en santé du Canada Atlantique, que je vais appeler et qui s'appelle aussi l'IEA.
Le deuxième exemple en est un de mobilisation en 2 temps. C'est un exemple en contexte québécois où la mobilisation initiale se fait à l'intérieur du secteur de la santé, dans les milieux professionnels, pour se propager au secteur de l'administration publique autre que la santé, ainsi qu'au gouvernement et à la société civile plus largement. De nombreuses discussions sur la santé dans toutes les politiques remettent en question la nature du concept lui-même. Une critique récurrente est qu'il est imprécis et que ses implications sont vagues lorsqu'il s'agit de le mettre en œuvre. Sur la base d'une étude d'articles évalués par des pairs qui analysent la manière dont la santé dans toutes les politiques est mise en œuvre dans différentes régions du monde, je propose que la santé dans toutes les politiques comporte 4 caractéristiques principales. Premièrement, elle cherche à avoir un impact positif sur les déterminants sociaux de la santé et l'équité en matière de santé. Deuxièmement, elle cherche à informer et à influencer l'élaboration des politiques dans tous les secteurs. Troisièmement, elle implique des collaborations entre les secteurs de la santé et les autres secteurs pour développer une politique publique favorable à la santé. Et quatrièmement, la santé dans toutes les politiques n'est pas une stratégie du secteur de la santé, mais une stratégie gouvernementale. Je commence donc par vous présenter la petite histoire de l'Institut d'été sur les collectivités sûres et en santé du Canada Atlantique. Je tiens à mentionner que la présentation de l'IEA, telle qu'elle s'appelle, a été préparée par Patty Beatty-Hagen, coordonnatrice de l'IEA, qui m'a demandé de vous la présenter en français en son nom. Alors, je vais faire de mon mieux pour le faire. Alors, l'IEA est un organisme sans but lucratif créé en 2003 à l'île du Prince-Édouard et il est géré par un conseil d'administration régional. L'IEA en est venu à jouer aujourd'hui un rôle de catalyseur aux changements sociaux, non seulement à l'île du Prince-Édouard, mais bien dans les 4 provinces atlantiques. Son action est centrée sur l'amélioration des déterminants sociaux de la santé et la santé mentale des jeunes. Depuis 2015, donc l'Institut l'IEA existe depuis 2003, mais depuis 2015, il s'est concentré sur la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes. Il a développé une approche qui est pan-gouvernementale, pan-sociétale et pan-communautaire. Nous allons voir dans quelques instants ce que cela implique concrètement. L'IEA, en 2017-2018, a lancé un appel à l'action réclamant des politiques, des programmes, des ressources et un financement pour assurer la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes. Plus récemment, l'IEA a préparé, en consultation avec plusieurs personnes et organismes, un mémoire intitulé « Investissement en amont, la promotion de la santé mentale des nourrissons, des enfants et des jeunes au premier plan ». Le but du mémoire de l'IEA, le mémoire de l'IEA a été lancé en mars 2022, donc il y a à peu près un an, et s'adresse aux représentants élus des 4 provinces atlantiques, à ceux aussi du palier fédéral, du palier municipal, ainsi qu'aux représentants des gouvernements autochtones. Il mobilise des connaissances et développe une vision pour assurer la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes au Canada atlantique, donc dans les 4 provinces. Il fait valoir l'importance de s'engager dans un changement transformateur et il met au défi les décideurs de réformer les mécanismes d'instauration des politiques publiques favorables à la santé. Le développement du mémoire ne s'est pas fait en vase clos. Au contraire, plus de 35 personnes et organismes y ont contribué. On voit ici quelques-uns des collaborateurs qui ont participé à son élaboration au cours de l'année 2020-2021. La vision qui est mise de l'avant, c'est que c'est à tous les Canadiens que revient la responsabilité d'éduquer les enfants. Le soutien et la promotion de la santé mentale des jeunes sont indispensables si nous voulons permettre à ces derniers de devenir des contributeurs positifs à vie dans leur collectivité et dans la société. Le renforcement des politiques et des programmes qui appuient la santé mentale des enfants et des jeunes
est crucial pour créer un Canada atlantique qui est inclusif et équitable. Le mémoire est tourné vers l'amont pour aider les gens et les collectivités à optimiser leur bien-être en influençant divers déterminants de la santé. Ce regard vers l'amont vise à améliorer l'équité de la santé mentale de la population dans son ensemble et à réduire la probabilité d'une détérioration de la santé mentale tout au long de la vie des personnes. Donc ici, on parle d'une intervention en amont qui, avant que les problèmes se produisent, tant dans la vie des personnes que du point de vue des déterminants sociaux de la santé. Donc, l'objectif, c'est poursuivi par le mémoire, c'est d'améliorer l'action intersectorielle dans les gouvernements, le secteur privé et la société civile, donc à plusieurs niveaux. Le mémoire veut accroître l'investissement en amont dans les politiques de promotion de l'équité et de la santé mentale au Canada atlantique et ailleurs. Les résultats escomptés sont un engagement plus généralisé de la part de la population et des leaders pour soutenir l'investissement et l'affectation de ressources en amont. Une collaboration entre les parties de divers secteurs et diverses collectivités vouées à la santé mentale des nourrissons, des enfants et des jeunes. De nouvelles politiques à l'échelle des collectivités et des gouvernements, ainsi que le nerf de la guerre, je dirais, c'est mon petit commentaire éditorial, un modèle de financement viable pour des politiques en amont. Le mémoire identifie 4 domaines prioritaires. J'ai dit que j'allais revenir. Alors, pan gouvernemental, pan sociétal et pan communautaire. Donc, pan gouvernemental par la mise en place d'un cadre préconisant la santé mentale dans toutes les politiques qui s'appuient finalement sur le cadre de l'OMS et par lequel tous les secteurs et ministères sont responsables de l'élaboration de politiques qui favorisent le bien-être et l'équité en santé mentale. Pan sociétal, cela implique la création d'une plateforme pour groupes à intérêts multiples permettant la mobilisation des gouvernements, des secteurs publics et privés et des collectivités. Pan communautaire implique un investissement dans l'action communautaire. Les groupes et les organismes sont déjà à pied d'œuvre pour créer des milieux de vie sains pour les jeunes. Il importe de veiller à ce qu'ils disposent du soutien nécessaire pour accomplir ce travail. Un modèle de financement qui est viable et intégré à long terme, donc, pour appuyer ces approches globales, pan gouvernemental, pan sociétal et pan communautaire. Par exemple, il pourrait y avoir un fonds multisectoriel pour la santé mentale des enfants et des jeunes, un financement général pluriannuel ou du soutien de fonctionnement, une approche rigoureuse pour l'innovation et l'évaluation, et une surveillance des résultats. La figure ici veut simplement montrer que les politiques et programmes publics qui ont un effet sur la santé mentale des jeunes, tout comme les diverses interventions et ressources de la société civile, sont organisés en silos. Ensemble, les ressources et services qui ont un effet sur la santé mentale des jeunes représentent un amalgame organisé en silos qui est somme toute assez peu cohérent et qui est susceptible de produire des résultats aléatoires. Juste un petit instant. Avec l'approche santé dans toutes les politiques, la vision est d'offrir une meilleure cohérence en amont des ressources et services qui ont un effet sur la santé mentale des jeunes. Le lancement du mémoire, il y a 1 an, était accompagné par un plan de mobilisation de l'action qui consiste à rencontrer les premiers ministres ainsi que les politiciens de chacune des 4 provinces, le Conseil des premiers ministres de l'Atlantique ainsi que les fonctionnaires.
renseigner les dirigeants des collectivités, des municipalités et du secteur privé et lancer des discussions sur la façon de donner suite aux recommandations du mémoire, renseigner le public et solliciter son soutien et instaurer des mesures en travaillant en collaboration. Ce plan d'action a été déployé dans les 4 provinces au cours des derniers mois et il est toujours en activité. Je tiens à vous partager un développement prometteur. Quelque temps après le lancement du mémoire, une motion visant à encourager le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard à mettre en œuvre le mémoire de l'IEA a été approuvée à l'unanimité par l'Assemblée législative de cette province. De plus, un organisme de la province, la PEI Alliance on Mental Wellbeing, a octroyé un financement de 3 ans pour un projet pilote qui consiste à mettre en œuvre les recommandations du mémoire à l'Île-du-Prince-Édouard. Une partie du financement triennal prévoit d'assurer la formation et le renforcement des capacités. La présentation de mon collègue Martin va élaborer plus tard sur les offres et les besoins en formation en matière de santé publique, de santé dans toutes les politiques au Canada et ailleurs. Donc, les développements à l'île du Prince-Édouard pourraient être déterminants et servir d'exemple pour la suite des choses dans les autres provinces. Il s'agit d'investir en amont pour prioriser le bien-être mental des enfants et des jeunes. Donc, en accord avec ce que le mémoire préconisait. Première année, donc ça, c'est le plan pour l'île du Prince-Édouard. Première année, favoriser la discussion et la mobilisation des connaissances. Deuxième année, formation et création de matériel d'apprentissage. On arrive dedans, la deuxième année. Et troisième année, mise en œuvre du processus d'évaluation. Donc, plusieurs présentations ont été faites du projet auprès des parties. Donc, là, on a comme une feuille de route, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on veut, on a mobilisé les connaissances nécessaires dans un mémoire. Maintenant, il s'agit de le mettre en action. Il y a un plan d'action. Donc, jusqu'à maintenant, il y a déjà eu plusieurs présentations du projet auprès des partis politiques, à l'Assemblée législative et auprès de diverses parties prenantes. Il y a eu des ateliers, rencontres consultatives avec des représentants gouvernementaux et des parties prenantes de la société civile. Il y a eu des partenariats. Il y a chaque année l'Institut d'été de l'Atlantique qui se tient, c'est une conférence annuelle à Charlottetown. Le nombre d'activités est vraiment, je pourrais pas vous l'énumérer au complet parce qu'il est très étayé, mais l'IEA est très, très, très actif dans chacune des provinces et plusieurs initiatives sont faites pour faire connaître le plan, pas le plan d'action, mais le contenu du mémoire et sensibiliser à l'urgence d'adopter des politiques favorables à la santé mentale des jeunes. Pour résumer donc, on voit ici comment un groupe de la société civile s'engage auprès des collectivités, d'autres acteurs de la société civile et auprès des gouvernements pour développer une vision et des valeurs qui soutiennent une approche de santé dans toutes les politiques, pour la promouvoir auprès des politiciens et des décideurs et pour en assurer le développement. Je vais maintenant décrire très brièvement la politique gouvernementale de prévention en santé du Québec pour 2016-2025 et uniquement pour mettre la table avant de discuter de la façon dont la mobilisation pour un cadre de santé dans toutes les politiques s'est faite dans la province. Juste un instant, excusez-moi. Donc, la PGPS vise à améliorer l'état de santé et la qualité de vie de la population.
et à réduire les inégalités sociales de la santé. Elle est soutenue par une trentaine de ministères et organismes qui s'associent pour mener 100 actions et travailler avec 80 organismes non gouvernementaux à travers la province. Elle dispose d'un budget de 40 millions de dollars par an. Et bien qu'il s'agisse d'une politique de prévention sanitaire, la PGPS ne relève pas du secteur de la santé, mais bien du gouvernement et de multiples partenaires sectoriels qui sont responsables d'actions spécifiques à l'intérieur de cette politique. Pour plus de détails sur l'expérience du Québec, vous pourrez visionner, si ça vous intéresse, l'enregistrement d'un webinaire du 30 janvier 2023 organisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en collaboration avec le Global Network for Health and All Policies. Le lien vous sera partagé dans le fil de discussion. Si ce n'est pas déjà fait, ce sera bientôt. Le webinaire était offert en anglais et en français par le biais de la traduction simultanée. Je vais maintenant vous montrer que la mobilisation qui a conduit à l'élaboration d'un cadre santé dans toutes les politiques au Québec s'est faite en 2 étapes et sur plusieurs années. D'abord, au sein du secteur de la santé, avec l'institutionnalisation et la professionnalisation de la santé publique, puis avec d'autres secteurs du gouvernement et des partenaires communautaires. Sur cette diapositive, j'ai indiqué quelques jalons de la mobilisation qui a lieu au sein du secteur formel de la santé et qui ont été propices à l'adoption d'un cadre santé dans toutes les politiques au Québec. Beaucoup de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le système de santé publique du Québec ne réalisent pas qu'il a fallu de nombreuses années pour intégrer les fonctions et les responsabilités de la santé publique au sein du système de soins de santé et pour développer les structures administratives qui sont en place aujourd'hui. La prévention et promotion en santé ont été progressivement, avec lequel le mouvement santé dans toutes les politiques est relié, donc prévention, promotion en santé ont été progressivement intégrés aux soins primaires à tous les niveaux administratifs à partir des années 70. Les CLSC et les départements de santé communautaires nouvellement créés au sein des 32 hôpitaux régionaux ont été chargés de programmes de santé publique spécifiques tels que le dépistage, la vaccination, les soins périnataux. Les universités ont commencé à former des médecins, des infirmières, des nutritionnistes et d'autres professionnels de la santé publique au milieu des années 70 dans leur programme d'études supérieures nouvellement créé en santé communautaire. Il y a eu une professionnalisation de la santé publique à partir du milieu des années 70 avec des approches et des valeurs alternatives par rapport au modèle biomédical déjà établi. Au fil du temps, les professionnels formés dans les programmes d'études supérieures en santé communautaire ont intégré les structures administratives qui se développaient et ils ont contribué, non sans créer de tensions à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux, à changer les perceptions et les approches professionnelles dans le système de soins. La commission Rochon, à la fin des années 80, a établi une feuille de route pour la transformation du système de santé du Québec. Et dans le cadre de celle-ci, elle a proposé une vision détaillée de ce qui était nécessaire pour la santé publique et pour la prévention-promotion en termes de structure administrative, de programmes et de législation. Cette vision de la santé publique devait influencer l'infrastructure qui est en place aujourd'hui. Au milieu des années 90, de nombreuses nouvelles structures de santé publique ont été créées, affirmant davantage la vision de la santé publique et dans le prolongement de la vision qui avait été développée dans le rapport de la commission Rochon. Alors, cette vision consiste à produire de la santé au-delà du système de santé. Donc, on a vu la création de 18 directions régionales de santé publique qui étaient relativement indépendantes
au sein du réseau de la santé et des services sociaux. On a vu aussi une direction de la santé publique voir le jour au niveau provincial au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. La mission de cette nouvelle direction n'a pas été bien comprise au départ par les personnes en place, avec des affinités pour le modèle biomédical, et l'intégration n'a pas toujours été facile. Les professionnels et les gestionnaires de la santé publique déjà en poste nouvellement en poste dans cette nouvelle direction ont eu l'occasion de sensibiliser leur entourage professionnel à ce niveau administratif également. La création d'une nouvelle direction au ministère signifiait que les intérêts de la santé publique étaient dorénavant impliqués à ce niveau administratif, donc au niveau du ministère, donc de la province, et surtout que la santé publique avait accès au niveau supérieur de prise de décision au sein du gouvernement du Québec. Et en 1998, on a vu l'Institut national de la santé publique du Québec a vu le jour. C'est où le CCNPPS, où nous travaillons, Martin et moi, est hébergé. Deux autres développements d'intérêt. La loi sur la santé publique de 2001, reflétait au niveau législatif cette fois. Donc, il y a eu les structures administratives, la professionnalisation de la santé publique. Et au niveau législatif, on a eu une version modernisée du rôle de la santé publique et de l'évolution de son mandat sur une trentaine d'années. La loi précédente datait de 1972. Alors, c'était une modernisation de la législation et notamment en ce qui concerne la prévention, promotion et les politiques publiques favorables à la santé. Je dois également mentionner un autre jalon, à savoir le Programme national de santé publique pour 2003-2012, le PNSP, qui reflète l'intention de la loi modernisée. Donc, c'est un peu, ils vont de pair. Donc, on a une loi et on a un programme. Il reconnaissait les 4 fonctions de la santé publique, surveillance, prévention, promotion et protection, mais aussi des fonctions de soutien, y compris la surveillance des règlements, de la législation et des politiques publiques. C'est donc la brève histoire de l'institutionnalisation de la profession de la santé publique. C'est aussi la brève histoire de la manière dont les professionnels de la santé publique ont été mobilisés au sein du secteur des soins et comment leur engagement à tous les niveaux administratifs a pu contribuer à faire avancer une vision pour développer des politiques publiques favorables à la santé au sein de ces structures à tous les niveaux. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'article 54 de la Loi sur la santé publique de 2001. Il stipule que le ministère de la Santé et des Services sociaux conseille le gouvernement sur toute question de santé publique et doit être consulté lors de l'élaboration de mesures législatives et réglementaires pouvant avoir un impact significatif sur la santé de la population. Tous les ministères et organismes sont tenus, en vertu de cet article, de consulter le ministre de la Santé et des Services sociaux lors de l'élaboration de lois et règlements pouvant avoir une incidence sur la santé et le bien-être. Ensemble, donc le PNSP, le Programme national de santé publique de 2003 et l'article 54 de 2001, à peu près dans la même période, ont eu les retombées suivantes, et peut-être d'autres, mais ont eu les retombées suivantes. Ils ont contribué à donner une légitimité au secteur de la santé au-delà du système de soins. Donc, la santé était légitime d'intervenir dans d'autres secteurs, à diffuser les valeurs de prévention-promotion, à favoriser la sensibilisation à une politique publique favorable à la santé dans d'autres secteurs et au sein du gouvernement, à soutenir l'appropriation d'un réflexe santé par d'autres secteurs. Donc, le réflexe santé, c'est on développe des politiques en éducation ou dans d'autres secteurs et on est amené à réfléchir sur les impacts possibles, les effets possibles de cette politique sur la santé de la population.
et également à favoriser une logique d'action qui est faite d'initiatives intersectorielles ou interministérielles. Donc, c'est tout ce que je viens de dire est venu soutenir le développement d'une politique, d'une PGPS, d'une politique de santé dans toutes les politiques au Québec. Alors, en résumé, et pour conclure, comment mobiliser les acteurs de la santé publique, trouver des partenaires et des ressources pour promouvoir la santé dans toutes les politiques dans une région donnée? On n'a pas trouvé toutes les réponses, mais on a eu des pistes d'action possibles. Alors, l'exemple de l'IEA illustre comment l'impulsion est donnée par une organisation de la société civile en jouant un rôle de catalyseur aux changements sociaux à l'île du Prince-Édouard ainsi que dans les 4 provinces atlantiques. Nous avons vu que l'impulsion peut venir d'autres sources également. Le développement d'une vision et la mobilisation des ressources, de l'expertise et des données peut se faire différemment. La mobilisation au Québec a d'abord été interne au secteur de la santé, avec l'institutionnalisation et la professionnalisation de la santé publique, puis s'est étendue aux autres secteurs et au gouvernement. Les développements qui ont eu lieu sur plusieurs décennies, tels qu'ils ont été brièvement décrits, ont été propices au développement de la stratégie et au cadre santé dans toutes les politiques adopté par le gouvernement du Québec qui est en place aujourd'hui, et ce, en partenariat avec des acteurs multisectoriels et des partenaires communautaires. Dans les 2 cas, la mobilisation ne se fait pas du jour au lendemain, mais sur une période de temps. Et dans les 2 cas, il importe de sensibiliser, de former et d'intégrer une masse critique de professionnels, de décideurs et d'acteurs de la société pour développer la vision en continu, continuer à la faire vivre, la vision et la développer, et pour faire vivre le projet de santé dans toutes les politiques. Alors, ça conclut ma présentation. Si vous avez des questions, on va les prendre après la présentation de Martin, qui suit immédiatement. Merci beaucoup, Nicole. Donc, dans la partie qui suit du webinaire, je vais parler principalement de formation. Donc, on peut faire un lien avec ce que Nicole a expliqué en lien avec l'Institut d'été au Canada Atlantique, c'est-à-dire que eux, le renforcement des capacités centrales dans leurs actions, c'est vraiment une façon de stimuler la collaboration. Donc, la formation, le renforcement des capacités, c'est vraiment un moyen clé pour faire avancer l'approche de santé dans toutes les politiques. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est vous présenter ou vous résumer un rapport que le CCNPPS vient de publier, c'est-à-dire le rapport Formation en santé dans toutes les politiques, recensement, analyse et pistes de réflexion. Vous trouvez ce rapport sur notre site web plus détaillé. Donc, Natalia va partager le lien avec vous dans la boîte de discussion. Donc, les objectifs de ce projet étaient initialement de répertorier et d'analyser les formations existantes dédiées à la santé dans toutes les politiques. Donc, voir ce qui existe un peu partout dans le monde en termes de formation. Par la suite, l'objectif était d'identifier les tendances dans les contenus présentés et les formats privilégiés. Donc, essayer de voir sur quoi les formations mettent l'emphase, qu'est-ce qui est priorisé, de quelle façon le contenu est transmis. Et on a fait ça évidemment pour mettre en valeur les ressources existantes et éviter les duplications. Donc, éviter de refaire un travail qui a déjà été fait, mais surtout pour contribuer à une réflexion plus ample sur la mise en œuvre des approches en santé dans toutes les politiques au Canada. Donc, ça revient à ce que j'ai mentionné plus tôt, pardonnez-moi, à la rencontre pan-canadienne de 2019. Donc, pour le projet, je vais vous résumer rapidement la méthodologie que nous avons utilisée. Nous avons tenté de trouver des formations et on parle de formation au sens large. Donc, nous avons recherché toutes ressources qui pouvaient être utiles pour des professionnels pour se former en lien avec la santé dans toutes les politiques. Donc, nous avons cherché des cours, mais aussi des ateliers, des guides, des webinaires et même des conférences. N'importe quelle ressource
pouvant servir de formation ou d'améliorer l'apprentissage. Donc, nous avons trouvé ces formations en utilisant une recherche par mots-clés, méthode boule de neige. Nous avons communiqué avec différents experts un peu partout dans le monde pour finalement trouver 85 formations portant sur la santé dans toutes les politiques. La majorité de celles-ci étaient en anglais, mais nous avons trouvé quelques formations en français et aussi en espagnol. Nous avons donc effectué une analyse à la fois quantitative et qualitative des dimensions énumérées ici. Donc, on parle des objectifs et compétences abordées, les approches pédagogiques et les modes de formation privilégiés, les conditions favorables ou nuisibles à la mise en œuvre, les avantages et limites de l'approche, les outils et principes de mise en œuvre discutés, les expériences préalables en santé dans toutes les politiques et le contexte historique dans lequel s'inscrit la santé dans toutes les politiques. Donc, je veux vraiment préciser que ce que je discute en ce moment, c'est vraiment l'interprétation présente dans les formations. Comment les formations parlent de santé dans toutes les politiques et non pas de l'approche elle-même. Donc, quelques résultats de notre analyse quantitative. Donc, nous avons analysé la période de 2005 à 2021 et nous avons trouvé une période vraiment féconde pour la publication, la création de formations entre 2013 et 2018, où la plupart des guides et des ateliers ont été créés. Avec l'exception des webinaires où on voit une augmentation majeure à partir de 2019, évidemment, la pandémie a probablement joué un rôle important pour se tourner vers le virtuel à partir de mars 2020, comme vous le savez. Le public cible était principalement les professionnels de la santé publique et des politiques publiques, ou encore les décideurs et les hauts fonctionnaires dans 26 des cas. En termes de longueur, nous avons trouvé des formations relativement courtes, c'est-à-dire que les ateliers étaient des ateliers de quelques jours au plus, les webinaires avec le temps traditionnellement utilisé d'environ 75 minutes, des conférences d'une journée. Et pour les guides, nous avons trouvé des guides très concis, donc très courts, qui introduisent l'approche, donc de 35 pages ou moins, ou des guides très étoffés, très complets de 81 pages et plus, qui donnent beaucoup plus de détails. Et finalement, en termes d'exemples de mise en œuvre, 75 des formations mentionnent et discutent les expériences passées et les expériences les plus souvent mentionnées sont l'Australie méridionale et la Californie. En termes de résultats qualitatifs, donc, en général, la santé dans toutes les politiques, dans les formations, est présentée comme étant à la fois une approche politique et technique. C'est-à-dire que c'est une approche technique dans le sens où les professionnels peuvent se former dans l'approche, peuvent intégrer les concepts dans leur pratique, dans leur travail au quotidien. Mais pour faire ça, les formations incitent vraiment sur la dimension politique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un soutien politique pour mettre en œuvre la santé dans toutes les politiques. Et pour obtenir ce soutien-là, il y a du travail à faire de représentation, d'obtenir, de pousser pour ce soutien politique-là. L'approche est aussi présentée comme étant très flexible. C'est un des avantages qui est présenté de l'approche, c'est-à-dire que c'est une approche qui peut être utilisée dans différents contextes par différents acteurs, donc qui s'adapte aux différents environnements. C'est aussi une approche qui est présentée comme étant horizontale, c'est-à-dire que les différents acteurs impliqués vont travailler sur un pied d'égalité en collaboration plutôt collégiale. On inscrit aussi l'approche dans le long terme, c'est-à-dire que les résultats peuvent tarder quelques années avant d'être capable de perçus, et la collaboration aussi prend du temps pour bien établir des liens entre différents secteurs. On présente aussi l'approche comme amenant de la cohérence dans l'ensemble des secteurs gouvernementaux. C'est vraiment une priorité dans les formations. On parle de cet avantage de mettre ensemble différents secteurs et s'assurer que les secteurs travaillent de manière cohérente, c'est-à-dire qu'un secteur ne va pas défaire ce qu'un autre secteur tente de faire, puis amener plus de vision similaire entre les différents secteurs gouvernementaux. Aussi, on présente l'approche de santé dans toutes les politiques comme une solution aux problèmes pernicieux, ou en anglais de wicked problems, c'est-à-dire des problèmes comme la pauvreté, les changements climatiques, le racisme systémique. Ce sont des choses très complexes à solutionner, et l'approche de santé dans toutes les politiques est vue comme une solution potentielle à faire face à ces problèmes. On voit aussi l'approche où on présente l'approche comme engendrant des économies, donc principalement à long terme, par la plus grande cohérence entre les secteurs,
faire une meilleure collaboration. Et le concept de gagnant-gagnant est très présent dans les formations. C'est-à-dire que pour que l'approche de santé dans toutes les politiques fonctionne, les différents secteurs impliqués doivent obtenir des bénéfices non seulement sur la santé, mais aussi dans leur propre travail. Donc, le secteur du transport ou l'environnement bâti doivent améliorer leur travail, obtenir des gains pour pouvoir contribuer à la santé dans toutes les politiques. Donc, de par cette vision gagnant-gagnant-là, de la plus grande cohérence, on présente vraiment l'approche dans les formations comme avantageuse pour la société dans son ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une approche qui amène des gains ou des améliorations sur les déterminants sociaux de la santé, pour la santé, mais vraiment pour améliorer aussi le travail des autres secteurs et obtenir des améliorations économiques en éducation, etc. Pour continuer avec l'analyse qualitative, la majorité des formations mettent l'accent sur le raisonnement derrière l'approche et ses principes de base. C'est-à-dire que l'emphase est vraiment mise dans les formations sur la compréhension de ce qu'est l'approche de santé dans toutes les politiques, comment ça fonctionne, quels en sont les bénéfices. C'est vraiment, dans la grande majorité des formations, la priorité. En termes de compétences, on insiste surtout sur des compétences relationnelles, par exemple en communication, diplomatie, négociation. Donc, on voit vraiment la façon de faire avancer la santé dans toutes les politiques basée sur les relations interpersonnelles, de savoir aller collaborer avec d'autres secteurs, d'échanger, de connaître et de comprendre ce que les autres secteurs font. Les outils qui sont présentés dans les formations tendent à être plus conceptuels que pratiques. C'est-à-dire qu'on donne des outils pour comprendre la réalité, pour analyser la situation, par exemple, l'analyse des parties prenantes. Donc, c'est vraiment des outils pour mettre en contexte, pour comprendre l'environnement. En termes d'approche pédagogique, nous avons simplement trouvé ou observé que les approches pédagogiques utilisées dépendent surtout du type de formation. C'est-à-dire que les webinaires utilisent des approches similaires, les guides des approches similaires. Donc, c'est la principale trouvaille que nous avons. Ce qui nous amène à certaines conclusions, donc à la discussion dans notre rapport. Donc, une première conclusion est qu'il y a une excellente offre de contenu d'apprentissage pour intégrer les principes fondamentaux et une compréhension générale de l'approche. C'est-à-dire que les formations existantes offrent beaucoup de ressources pour apprendre ce que c'est la santé en toutes les politiques, comprendre son fonctionnement. Par contre, nous avons aussi trouvé des moyens restreints pour mettre en œuvre ces apprentissages. Donc, une fois qu'on a compris ce qu'est la santé dans toutes les politiques, comment ça fonctionne, il y a moins de moyens pour l'appliquer. Donc, il y a un écart observé entre les connaissances et l'applicabilité. Une des raisons possibles pour cet écart entre connaissance et applicabilité est probablement parce que l'approche est très flexible. C'est un des avantages de la santé dans toutes les politiques, c'est qu'on forme ou on offre des informations, une compréhension aux professionnels pour comprendre la santé dans toutes les politiques et on s'attend qu'eux aient dans leur milieu de travail et qu'ils adaptent la santé dans toutes les politiques dans leur vie. Mais évidemment, ce n'est pas toujours facile à faire pour ces professionnels. On a aussi observé que les formations s'adressent principalement aux acteurs issus de la santé, donc très peu aux acteurs issus de d'autres secteurs, même s'ils sont centrales et importants dans la mise en œuvre de la santé dans toutes les politiques. Et nous n'avons trouvé aucune formation qui est adaptée spécifiquement au contexte canadien. Donc, il n'y a pas de formation qui parle directement aux Canadiens, qui aborde les questions de la Fédération canadienne, des différentes provinces ou des différents groupes, communautés, par exemple, les communautés autochtones. Donc, il n'y a pas de formation spécifique pour les réalités canadiennes. Finalement, ces conclusions-là nous amènent à proposer quelques suggestions ou du moins des pistes de réflexion. Contrairement au reste du rapport, cette section n'est pas basée sur des données empiriques, mais vraiment sont une réflexion pour aller de l'avant. Donc, puisque les formations offrent des bonnes ressources pour comprendre l'approche, nous suggérons le développement de formations maintenant axées sur la mise en œuvre. Donc, de se diriger vers des formations plus pratiques qui donnent des exemples de politiques concrètes, des outils pratiques ou qui offrent des exemples ou des contextes particuliers. Plus concrètement, ce que nous suggérons, c'est de développer des ateliers adaptés à des contextes, des acteurs ou des organisations spécifiques.
Donc, au lieu de donner des formations plus générales, vraiment essayer de cibler des formations pour des acteurs dans des environnements spécifiques qui peuvent utiliser directement ces connaissances-là dans leur milieu de travail. Évidemment, des ateliers adaptés peuvent être demandants en termes de ressources, tant financières qu'humaines. Donc, nous avons aussi inclus d'autres suggestions, donc des suggestions additionnelles, par exemple, d'effectuer une prise de besoin pour connaître ce que les gens sur le terrain veulent en termes de formation sur la santé dans toutes les politiques. Une autre solution pourrait être de créer un cours virtuel asynchrone comprenant des modules adaptés à différents besoins, acteurs et contextes. Donc, un cours qui pourrait présenter l'approche, mais aussi qui pourrait donner des outils plus concrets s'adaptant à différents acteurs ou contextes. Et finalement, l'accompagnement par des experts, donc donner l'accès à des consultants, à de l'aide pour des gens qui veulent mettre en place la santé dans toutes les politiques pourrait être une possibilité. Donc, voilà pour le rapport sur les formations en santé dans toutes les politiques. Maintenant, je vais arrêter le partage de mon écran et passer la parole à ma collègue Natalia qui pourra nous transmettre certaines des questions qui nous ont été transmises. Et on vous invite à poser des questions dans la boîte de questions-réponses si vous en avez. Ça me fera plaisir de les discuter. Merci Martin et bonjour tout le monde. Et oui, nous avons quelques questions. La première, peut-être Nicole, que tu pourrais commencer et prendre cette question. On nous pose la question sur quelle est la différence ou quelle différence pouvons-nous faire entre la santé dans toutes les politiques et la santé communautaire? Je vais vous dire au meilleur de ma compréhension pourquoi ça s'appelait davantage santé communautaire pendant longtemps. Je pense que c'est parce que ça venait que les approches de promotion, prévention et action sur les politiques publiques et tout ça, ça venait de beaucoup des milieux communautaires, des milieux locaux et les gens plus sur le terrain. Alors, je pense qu'on l'a appelé comme ça pendant longtemps. Elle s'appelle encore comme ça, mais la santé publique, je pense que il faudrait voir, là, il faudrait fouiller. C'est mon meilleur, la meilleure façon que je peux deviner pourquoi ça a changé au fil du temps, pourquoi on en est venu à l'appeler santé publique. Mais mon pari, ce serait que c'est peut-être justement lié à la professionnalisation. Quand on a formé de plus en plus la santé publique, c'est formé, c'est institutionnalisé. Mais je dirais aussi que la santé publique est plus large que juste... donc, elle couvre toutes les fonctions que j'ai mentionnées plus tôt. Donc, santé communautaire, je pense qu'au départ, c'était vraiment dans les communautés. Alors, excusez, c'est pas très clair, mais c'est mieux que je peux répondre à celle-là. Si je peux ajouter peut-être, juste pour ajouter un complément, si on compare avec la santé dans toutes les politiques, il est vraiment question de gouvernance, c'est-à-dire que la vision de la santé dans toutes les politiques, c'était initialement, du moins, il y a différentes interprétations, mais c'était vraiment de mettre les secteurs gouvernementaux ensemble, de s'assurer que les politiques sont cohérentes une face à l'autre, alors que, comme l'a bien décrit Nicole, la santé communautaire est vraiment plus sur le terrain ou le travail plus pratico-pratique, si je peux le dire comme ça. Là. Mais donc, je pense que la différence, c'est peut-être la vision de gouvernance. Là. La santé dans toutes les politiques était initialement beaucoup plus globale, d'essayer d'inclure les différents secteurs gouvernementaux. Merci à tous les deux. Et nous avons une question par rapport à l'évaluation de l'approche. Et comment évaluer l'impact des approches sur la santé directement? Donc, comment évaluer les résultats en termes de mesures de santé? Bien, Nicole, est-ce que tu veux commencer ou? Non, je vais y aller. Donc, c'est un des grands défis là, des approches à long terme comme ça, des approches globales. C'est le cas pour la santé dans toutes les politiques, c'est-à-dire que parce qu'on a des objectifs à long terme, puis que les gains peuvent être vus à long terme, c'est-à-dire que si on amène de la collaboration intersectorielle, on met des gens ensemble, on essaie d'amener plus de cohérence, mais
c'est des gains qui vont arriver dans peut-être des années. Donc, c'est très difficile d'évaluer le lien de causalité direct entre de la meilleure collaboration, du travail de différents secteurs et une amélioration sur une donnée précise d'évaluation de la santé dans un secteur. Donc, c'est très difficile à faire. Ce qui existe dans la littérature, du moins, c'est ce que j'ai vu, là, Nicole, peut-être que tu as vu d'autres choses que moi, mais c'est qu'on évalue habituellement les processus. C'est-à-dire que si on est capable de démontrer qu'à partir d'une meilleure collaboration, il y a des politiques qui sont mises en place ou des organisations qui ont des espaces d'échange. Donc, c'est ce qu'on évalue. On est capable d'évaluer le processus, évaluer directement la santé à long terme et faire un lien direct avec une meilleure collaboration. C'est très difficile. C'est un des défis là, pour promouvoir l'approche. Oui, Martin, je pense que tu as bien couvert tout ce que j'aurais dit. On est bon pour mesurer les processus, mais la traçabilité là, de cause à effet, ça se mesure pas. En tout cas, je pense que personne qui l'a trouvé encore, de dire dans 10 ans que tel état de la santé de tel groupe de la population, qu'est-ce qu'on peut relié à, mettons, la PGPS. Ça va être très difficile, impossible à faire. Alors, peut-être qu'avec des nouvelles méthodes, on pourra faire quelque chose, mais vraiment, je pense pas non plus que c'est une bonne avenue là, de pousser beaucoup dans cet aspect-là, personnellement, parce que justement, quand on travaille en collaboration avec les autres secteurs, à qui est-ce qu'on attribue le mérite ou le démérite de ce qui se produit dans la santé de la population? Comment on se partage ça? C'est très, très, très difficile. L'imputabilité, les résultats sur la santé, c'est très difficile à mesurer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est qu'elles sont difficilement mesurables. Et c'est un des défis qu'on a. Excusez, ça me distrait un petit peu les questions qui pop, mais envoyez quand même des questions, mais c'est juste que ça... c'est un des défis, c'est justement parce que souvent les décideurs vont demander oui, mais si je m'engage dans telle politique, santé dans toutes les politiques, ça va être quoi les retombées? On est beaucoup dans une gestion par objectif, par coût-bénéfice. Alors, on est un petit peu pris là-dedans quand on essaie de promouvoir santé dans toutes les politiques. Mais ça fait partie des conditions qui sont associées à la mise en œuvre de la santé dans toutes les politiques, c'est qu'on risque de se frotter à ces questions-là tôt ou tard. Merci. Merci à tous les deux. Nous avons une nouvelle question. Quels secteurs sont les plus favorables à la santé dans toutes les politiques? Oui, alors, on appelle, ça va Martin? On dit santé dans toutes les politiques, donc c'est toutes les politiques en fait qui devraient être mobilisées pour créer de la santé et dans tous les secteurs et toutes les politiques. Donc on parlerait des politiques économiques, des politiques financières, on parlerait des politiques même du ministère de la Défense. Alors, on voit que conceptuellement, on parle vraiment de santé dans toutes les politiques, ça impliquerait ça. Mais en réalité, ce que la littérature montre, c'est que les différents pays, travaillent en réalité avec les secteurs adjacents à la santé. C'est surtout le secteur social, l'éducation, les services sociaux. Donc, la réalité dans la mise en œuvre des politiques est différente du potentiel ou des ambitions que le concept pourrait donner. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Oui, puis pour ajouter, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que Nicole vient de dire, mais il y a aussi un paradoxe important, c'est-à-dire que habituellement, en santé en toutes les politiques, c'est l'éducation, le secteur social qui est plus facile à établir des collaborations, mais où il y aurait des gains peut-être vraiment
plus forts à faire sont en économie, en finance, milieu du travail, ces choses-là. Et là, c'est là que c'est le plus difficile. C'est là où le langage commun est difficile à établir, où les réseaux ne sont pas aussi naturels que, par exemple, en santé et éducation. Donc, comme le disait bien Nicole, c'est difficile d'avoir toutes les politiques et tous les secteurs. Dans un monde idéal, ça serait ça, mais initialement, c'est surtout les secteurs connexes, comme Nicole le dit. Merci encore. Nous avons une autre question. Et quelle est l'approche la plus performante? Mais je me permets de demander une petite clarification. Vous voulez dire peut-être par rapport à une approche ascendante et descendante? Si vous pouvez l'écrire dans la boîte, mais j'imagine que c'est ça quand vous demandez quelle est l'approche la plus performante? Ah, ça, je pense Oui, qu'il a répondu. ascendante et descendante. Oui, c'est ça. Quelle est l'approche la plus Non. performante? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la meilleure approche? Est-ce qu'on veut aller vers une approche ascendante ou descendante, ou comment on veut faire la mobilisation? Je pense qu'en montrant là, les deux exemples de mobilisation, il peut y en avoir d'autres. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que la mobilisation peut se faire de différentes façons et que elle peut se faire aussi de façon concurrente, en même temps, dans le sens de en même temps, simultanée. Je parle en anglais et en français en même temps. Elle peut se faire de façon simultanée, des processus parallèles. Je pense, par exemple, au cas de Terre-Neuve. Terre-Neuve, le gouvernement terneuvien, Terre-Neuve et Labrador, a adopté une politique au niveau gouvernemental de santé dans toutes les politiques. C'est le gouvernement qui la met de l'avant. Et maintenant, même dans son secteur de la santé, il dit c'est clair que les prochaines années vont accorder de l'importance aux déterminants sociaux de la santé. Donc, une approche, vraiment, il veut promouvoir une approche santé dans toutes les politiques. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on a une intention gouvernementale, on veut, le défi consiste à mobiliser si ce n'est pas déjà fait, parce que ça peut rester juste un papier, ou on peut mobiliser des acteurs pour faire vivre ce projet-là. Alors, je ne parle pas spécifiquement du projet de Terre-Neuve et Labrador, j'en sais pas assez sur le niveau de mobilisation dans cette province-là, mais le défi quand on a une politique comme ça, gouvernementale, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui va la faire vivre? Est-ce que c'est un morceau de papier ou est-ce qu'il y a des acteurs qui vont lui donner une vision et la transformer en action? Et en même temps, je parlais de l'exemple de l'IEA dans les provinces atlantiques. Il y a un mouvement dans la société qui est ascendant et qui veut. Donc, c'est une opportunité, je dirais, pour un groupe de la société civile d'avoir un gouvernement qui veut développer une telle politique de santé dans toutes les politiques dans la province. Donc, les deux mouvements vont de pair. Donc, c'est pas exclusif, mais c'est ça. Donc, moi, je dirais que la meilleure approche pour ne pas répondre à votre question, la meilleure approche, c'est à partir d'où vous êtes dans la société ou si vous êtes dans le gouvernement, ben la meilleure approche à développer, c'est l'approche à partir dans les structures. Si vous êtes dans la société, organisme communautaire, la meilleure approche, c'est celle à partir de laquelle vous pouvez agir. Donc, c'est pas juste un concept abstrait, c'est que ça prend des moyens, puis ça prend des structures. Donc, ce serait un peu ça ma réponse. L'approche la plus efficace, c'est celle à partir de laquelle on est. Puis, idéalement, il y aurait plusieurs mouvements qui se produisent en même temps. Est-ce que... Oui, merci Nicole. Merci. Et Martin, si tu n'as rien à rajouter, je vais passer à la question suivante.
Et elle est liée à la COVID, en fait. Et est-ce que la COVID-19 a-t-elle un impact, ou elle a eu un impact sur l'approche de la santé dans toutes les politiques? Mais si je peux commencer, il y a probablement plusieurs impacts, évidemment. Là, la COVID a eu des impacts surtout. Je pense qu'il y a un impact contradictoire ou paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, la santé publique a été très, très mobilisée par la COVID. Donc, il y a eu des ressources qui ont été déplacées, qui travaillaient sur les déterminants sociaux de la santé, sur des approches comme la santé dans toutes les politiques. Donc, évidemment, il y a eu une pression très forte sur la santé publique pendant la COVID. Donc, ça a certainement ralenti le développement, l'approche de santé dans toutes les politiques. Mais on a aussi vu dans la littérature, plusieurs auteurs mettre de l'avant que la COVID a aussi fait réaliser à plusieurs instances gouvernementales et même dans la population l'importance de la prévention, de la collaboration, donc la fragilité peut-être du système de santé et le besoin de travailler en amont. Donc peut-être qu'à long terme, il y a une influence qui rend l'approche peut-être un peu plus accessible ou plus facile à promouvoir, mais à court terme, il y a évidemment eu une pression forte là, sur les ressources disponibles pour faire le travail. Oui, ben, si je peux rajouter juste un point, c'est que c'est ça. Je pense que ça peut être, parce qu'on a vu toutes sortes de choses se produire, tu sais, des décisions liées plus au virus directement, donc, et sans tenir compte justement d'aspects sociaux, de déterminants sociaux de la santé. On a vu certaines situations se produire pendant la pandémie. Donc, je pense que ce mouvement-là fait en sorte qu'il y a peut-être une sensibilisation plus grande de nos jours, au sortir de la pandémie, à l'importance d'intégrer les déterminants sociaux dans les planifications d'urgence pour les prochaines crises qui viendraient. Alors, si on est si on peut apprendre de cette expérience-là, je pense que c'est ce qu'on pourrait en tirer dans les prochaines années. Merci Nicole. Et juste comme un suivi, je vais lire un commentaire qui est arrivé dans la boîte des questions et réponses. Et dans les pays en voie de développement, la COVID-19 a conscientisé les pays à l'importance de la santé dans toutes les politiques, dans ces compartiments pan-gouvernemental, pan-communautaire. Donc juste, c'est un bon compliment à ce que vous venez d'exprimer. Oui. Et je vois plus de questions dans la boîte des questions-réponses. Il est 14h15. Oui, donc je voudrais, en conclusion, là, remercier Natalia pour les questions, remercier Nicole ta collaboration et aussi tout le monde qui ont été présents aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Si vous avez des questions, des idées, vous pouvez nous contacter. Nos courriels sont ici et on a aussi mis le lien de notre site web et le site de l'Institut d'été sur les collectivités sûres et en santé au Canada. Ils ont un site en français et en anglais. Donc, merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt.